L'épisode commence avec des nageurs exténués, tirant de l'eau plusieurs corps, tentant désespérément de sauver des vies. Parmi eux, un homme aperçoit quelqu'un portant un sari familier, semblable à celui de sa femme. Avec une voix teintée d'inquiétude, un autre homme s'approche de lui. Il y a une femme dans l'eau. Elle porte le même sari que votre épouse. Vous devriez aller voir. Le cœur battant, l'homme plonge sans hésitation. Il émerge quelques instants plus tard, les bras entourant le corps inerte de Ganga. Le voile cache son visage, mais l'espoir luit encore dans ses yeux. Tremblant, il l'amène dans une cabine. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, d'autres hommes s'acharnent à réanimer Sagar, tandis que le bruit des pas s'intensifie, l'urgence palpable dans l'air. Des hommes et des femmes se battent contre la mort, emportés par la tempête. Dans une clinique improvisée, un médecin aborde l'époux. Son regard est lourd et sa voix brisée lorsqu'il annonce « Votre père, il est parti ». Le souffle court, l'homme retient ses larmes. Il s'assied au chevet de son père, lui prenant tendrement la main, cherchant un peu de réconfort dans cette dernière étreinte. Quelques instants plus tard, une femme entre. Elle s'approche avec une lueur d'espoir. La jeune fille est vivante. Mais elle est inconsciente. Elle lui montre alors une chaîne ancestrale. En la voyant, l'homme comprend que c'est bien sa femme, Ganga. Un mélange de soulagement et de douleur le submerge. Il se promet de suivre les dernières volontés de son père et de la ramener avec lui. De l'autre côté, Ganga reprend connaissance. Encore désorientée, elle murmure « Je veux voir mon père ». Une femme, présente à son chevet, lui répond doucement « Ton père est mort, et ton époux est à ses côtés ». Ganga fronce les sourcils, confuse. « Mon époux ? Je ne connais personne du nom de Shif. » Elle se redresse, son cœur battant à toute allure. Elle veut fuir, mais les femmes la retiennent. Dans sa panique, elle se débat et s'échappe de leurs mains, pour finir par tomber directement sur Shif. Les femmes expliquent, un peu déconcertées. Elle ne veut rien entendre. Shif essaie de lui parler, mais elle répond, méfiante, chaque parole aiguisée par la peur et l'incompréhension. Finalement, les femmes révèlent la vérité. Ils ne se connaissaient pas avant leur mariage. Ganga ne se souvient de rien. Elle a l'impression que les gens autour d'elle inventent des mensonges. Les femmes lui demandent doucement si elle se souvient au moins de son nom. Avec une pointe de défi, elle réplique. Comment une personne pourrait-elle oublier son propre nom ? Mais, alors qu'elle commence à répondre, un doute s'installe en elle. Son regard se trouble, et tout à coup, la vérité la frappe, elle a oublié son nom. Elle pose ses mains sur sa tête, abasourdie, cherchant désespérément à comprendre comment elle a pu perdre une part aussi essentielle d'elle-même. Les femmes échangent un regard inquiet, puis se tournent vers l'époux. Elles lui chuchotent que Ganga a probablement perdu la mémoire. Pendant ce temps, Ganga, complètement désemparée, murmure « Comment ai-je pu oublier mon propre nom ?» En la voyant ainsi, Shif, dans un élan de frustration mêlé d'inquiétude, crie « Ganga ». Il ajoute fermement « Ton nom est Ganga. Aujourd'hui, nous nous sommes mariés. » Shif continue, déterminé mais fatigué. « Je dois t'emmener dans mon village. Nous devons faire les funérailles de mon père. » Les femmes recouvrent doucement le visage de Ganga, mais elle se débat avec force, découvrant son visage à nouveau. « Je ne suis pas mariée », proteste-t-elle avec une détermination féroce. « Si c'est la vérité, prouve-le-moi. » Ces paroles irritent Shif, qui laisse éclater sa colère. « Tu crois que j'ai voulu ce mariage ? Moi non plus, je ne le voulais pas. » Les femmes interviennent rapidement, tentant de calmer la situation. « Ne te fâche pas contre elle, Shif, disent-elles. Elle ne se souvient de rien à cause de la chute. » Elle se tourne vers Ganga, essayant de la convaincre. « Suis-le, Ganga. Ne pose pas de questions. » Shif a déjà tant à gérer. Mais Ganga refuse catégoriquement. Elle se sent prisonnière, et dans un élan de panique, s'enfuit. Shif reste là, debout, perdu dans ses pensées, se souvenant des paroles de son père. De l'autre côté, Sagar se réveille enfin. Des hommes l'aident à se relever. Une fois debout, les souvenirs de la tempête lui reviennent, et il crie « Krishna ! Ganga !» Il les cherche frénétiquement. Pendant ce temps, Ganga tente d'échapper à la famille de Shif qui la cherche en appelant son nom. C'est à cet instant précis que Sagar arrive aussi, criant désespérément « Ganga !» Il montre une photo à quelqu'un, demandant s'ils ont vu sa fille et Ganga. De là où elle se trouve, Ganga l'aperçoit. Elle se parle à elle-même, hésitante, tandis que Sagar murmure, déterminée. « Je dois retrouver Ganga et Krishna. Je ne laisserai personne les enlever. » Ganga se redresse, prête à courir vers lui, mais elle est trop faible pour crier. Elle fait quelques pas, mais un malaise la frappe, et Shif surgit à ce moment-là pour la retenir. Sagar continue d'appeler son nom avec désespoir. Ganga se débat, essayant de se libérer de l'emprise de Shif. Dans un geste de rage,
elle le mord et parvient à s'échapper. Mais la foule autour d'elle l'empêche d'aller loin. Elle trébuche et tombe. Chif, inquiet malgré tout, vient à son aide et l'incite doucement à se relever. Une fois éloigné de la foule, Chif lui parle avec une voix empreinte de lassitude. « Je ne peux pas partir sans toi. J'ai promis à mon père. Ganga, tu dois me suivre. » Il la prend par le bras, mais elle résiste encore, farouchement indépendante. Voyant cela, Chif relâche sa prise. Avec un mélange de résignation et de tristesse, il lui dit « Je ne t'emmènerai plus de force. Fais ce que tu veux. » Chif commence à s'éloigner. Alors qu'il se prépare à monter dans la voiture, une femme apparaît, désespérée, suppliant Chif de l'aider. Ganga les observe, ses pensées lointaines. La femme implore Chif de sauver la vie d'une jeune fille. Il accepte et part avec elle, cherchant les prêtres. Ganga, en retrait, se souvient de la fois où Niru l'avait aidé dans une situation similaire. Chif revient finalement à sa voiture et ordonne au chauffeur de démarrer, mais il ajoute soudain « Non. Ganga n'est pas là. » Le chauffeur démarre néanmoins, et à la surprise de Chif, Ganga monte à l'arrière du véhicule. Chif la regarde, étonné, puis descend de la voiture pour lui parler. De l'autre côté, Sagar, toujours à la recherche de Ganga, montre une photo à une autre personne, demandant s'ils ont vu sa fille et Ganga. De l'autre côté, Chif parle calmement avec Ganga. Il lui explique les règles strictes de sa famille, tout en recouvrant doucement son visage d'un voile. Pendant ce temps, Sagar continue de la chercher, désespéré. Chif, sentant l'urgence de la situation, remonte dans la voiture. À ce moment, Sagar hurle de toutes ses forces « Ganga, où es-tu » Ses cris résonnent dans l'air, et, accablé par la douleur, il tombe à genoux. Ganga le regarde de loin, son cœur serré, alors qu'il pleure et crie son nom, impuissant. La voiture démarre, emportant Ganga avec eux, tandis que Sagar continue de crier son nom, sa voix pleine de désespoir. Chif, le visage grave, demande à son chauffeur d'accélérer, pressé de rejoindre sa famille. De l'autre côté, dans la maison familiale, les funérailles battent leur plein. Un homme parle avec une femme, lui suggérant de se tenir aux côtés de sa mère. Mais elle refuse sèchement, expliquant que Pratap est déjà avec elle. Une autre femme prend la parole, murmurant des commentaires à propos de la famille. Les commérages s'amplifient, et elle discute de la veuve du village, critiquant son choix de continuer à porter des vêtements colorés, malgré la mort de son époux. Selon elle, c'est un péché. L'une des femmes s'approche de la veuve et s'assied à ses côtés. Pratap, sentant la tension, demande ce qu'il se passe. Une des femmes lui répond « Ta mère est veuve maintenant. Elle doit enlever son vermillon. » Pratap tente de répondre, mais sa mère l'interrompt d'une voix calme. « Laisse-les, mon fils. » Les femmes se lèvent alors, tendant la main vers la veuve. Sous le regard de tous, la mère commence à enlever ses bijoux un à un, dans un silence pesant. Finalement, elle retire son vermillon avec une lenteur douloureuse, effaçant ainsi symboliquement son ancienne vie. Pendant ce temps, Chif, de plus en plus inquiet, demande à son chauffeur de s'arrêter. Il prend le volant lui-même, accélérant pour rejoindre sa famille au plus vite. De l'autre côté, la mère de Pratap crie de douleur devant la dépouille de son mari. Une jeune fille s'approche doucement d'elle pour lui parler, cherchant à la consoler. Pratap, observant la scène, demande à une autre femme où se trouve Bashi. Elle est dans sa chambre, elle refuse de descendre, répond-elle tristement. Alors que les rituels continuent, un homme s'approche de Pratap et lui dit qu'il est temps d'emporter le corps et de préparer la cérémonie. Shiv arrivera bientôt, ajoute-t-il. En entendant cela, la mère de Pratap jette un regard déterminé autour d'elle, tandis que la tension monte. De l'autre côté, Shiv conduit à toute vitesse, les mains crispées sur le volant, se battant contre le temps pour rejoindre sa famille. Une petite fille, Radhika, s'approche d'une vieille dame dans la maison. En s'avançant, elle sursaute en voyant son grand-père allongé, immobile. Elle ne comprend pas. Pourquoi grand-père est-il allongé comme ça? Tout comme maman? Demande-t-elle innocemment. Une femme s'approche d'elle, sa voix douce et triste. Grand-père ne sera plus avec nous à partir d'aujourd'hui. Radhika, horrifiée, commence à crier « Grand-père !» Elle le secoue désespérément, mais il ne bouge pas. Une femme intervient et l'emmène hors de la pièce, alors que Radhika, en larmes, court rejoindre sa grand-mère. Les murmures reprennent parmi les femmes. Radhika était la prunelle des yeux de son grand-père. Disent-elles avec tristesse. Pendant ce temps, la mère de Pratap, la voix brisée par l'émotion, parle à son fils. « Il faut amener le corps de ton père au cimetière avant que Shiv n'arrive. C'est seulement ainsi que tu pourras prendre ta place. » Pratap se lève alors, déterminé, et ordonne aux hommes d'emporter le corps et de commencer les rituels. La mère de Pratap éclate à nouveau en sanglots, tandis que la belle-fille, observant la scène, pense intérieurement que, une fois de plus,
sa belle-mère manigance contre Shiv. Elle se dit que la haine que sa belle-mère ressent pour Shiv finira par pousser Pratap à prendre l'autorité dans la maison. Dans ses pensées, elle s'imagine déjà reine de cette demeure, alors que tout le pouvoir passera dans les mains de son mari Pratap. Les autres enfants chuchotent entre eux, choqués d'apprendre que leur mère veut procéder aux funérailles sans attendre l'arrivée de Shiv. Des hommes s'approchent, discutant à voix basse. L'un d'entre eux dit à Pratap qu'il serait sage d'attendre le retour de Shiv, car il est l'aîné de la famille. Mais Pratap, l'air ferme, répond « Nous avons déjà assez attendu. Shiv n'est pas ici, et nous ne pouvons plus retarder ce moment. » Il se baisse alors pour soulever le brancard de son père, prêt à l'emmener pour les rituels. Radhika, dévastée, éclate en sanglots en voyant son grand-père emporté. Sa mère pleure à ses côtés, retenue par d'autres femmes de la famille, tandis que la grand-mère serre Radhika contre elle pour la consoler. La belle-fille, elle, observe la scène avec un regard dur, esquissant une grimace, révélant ses pensées sombres. De l'autre côté, Shiv arrive enfin. Il descend rapidement de la voiture, laissant Ganga seule à l'intérieur. Ganga, silencieuse, regarde autour d'elle, se sentant perdue. Shiv revient, accompagné de sa belle-mère, qui lui dit froidement « Il n'est plus nécessaire d'aller là-bas. Les rituels doivent se terminer maintenant. » Mais Shiv, déterminé, rétorque « Je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas vu mon père une dernière fois. » Il jette un regard vers Ganga et lui ordonne calmement de descendre de la voiture. Sa belle-mère tente de lui parler à nouveau, mais Shiv l'ignore complètement, se dirigeant rapidement vers l'endroit où les rituels sont en train de se dérouler. Vexée, la belle-mère regarde la voiture partir, puis fixe Ganga d'un regard méprisant. Dans la maison, Radhika refuse de manger. Désespérée, elle demande à sa grand-mère « Ramène-moi grand-père, s'il te plaît. » Elle s'approche de la fenêtre, cherchant du réconfort, et aperçoit Ganga en bas. À ce moment, la belle-fille arrive et parle à sa belle-mère, lui demandant de rentrer. Cependant, la belle-mère, piquée par la curiosité, s'avance vers Ganga et lui demande « Quel est ton nom ?» Ganga la regarde, confuse, se souvenant de ce que Shiv lui avait dit plus tôt. Elle répond timidement « Mon nom est Ganga. » La belle-fille, avec un sourire en coin, fait quelques commentaires sarcastiques. Radhika, toujours à la fenêtre, observe la scène en silence, tandis que sa grand-mère lui demande de venir s'asseoir. La belle-mère, visiblement agacée, s'adresse à Ganga. « Sans le rituel de bienvenue, tu ne peux pas entrer dans cette maison. » Elle ordonne alors à sa belle-fille, Jonki, d'accompagner Ganga. Jonki acquiesce, mais son expression montre qu'elle fait cela à contre-cœur. La belle-mère continue de parler à Ganga avec une froideur calculée. Une autre femme arrive, et la belle-mère lui ordonne de conduire Ganga et de lui donner des saris pour la cérémonie. Pendant ce temps, au lieu des funérailles, le prêtre hésite et suggère d'attendre encore un peu, espérant que Shiv arrive bientôt. Mais Pratap, impatient et déterminé, s'y oppose fermement. « Nous n'avons plus de temps à perdre. Donne-moi la mèche, je vais accomplir les rituels moi-même. » Il commence alors les rites funéraires, mais en regardant la flamme vaciller devant lui, il se souvient des paroles de sa mère, lui rappelant son devoir. C'est à cet instant que Shiv arrive enfin. Il appelle Pratap d'une voix forte. Pratap se tourne, surpris, et voit Shiv s'avancer, les yeux pleins de larmes, déterminé à voir son père une dernière fois. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.